Quelles sont les opportunités value du mois en France? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec notre screener value français. Les paramètres, on prend les cotations principales, primary security ici, d'entreprises françaises qui se négocient en France, c'est-à-dire siège social en France et côté à la bourse parisienne. Les industries qu'on va garder, on va enlever biotech, pharma, consumer finance, donc ça c'est le crédit aux particuliers. Les banques, les assurances, on enlève. Automobile, j'enlève, mais je vais garder quand même les équipementiers auto. On va enlever tout ce qui est rate. En revanche, on enlève ça. On n'aime pas. Enfin, j'aime pas, en tout cas, personnellement. Les assurances, on enlève. Bon, ça nous laisse quand même 59 industries. C'est quand même pas mal. D'un point de vue quantitatif, on va prendre des entreprises qui font 500 millions d'euros de market cap. Comme ça, on a des entreprises qui sont déjà quand même bien établies, qui sont assez grosses, sur lesquelles on a assez de liquidités, sur lesquelles la communication est satisfaisante. Le problème en France, c'est que les entreprises françaises, contrairement au reste de l'Europe, peuvent ne publier que le chiffre d'affaires, l'évolution d'activité, au premier et au troisième trimestre. Les comptes de résultats complets, c'est seulement au premier semestre et au deuxième semestre, malheureusement. Bon. Rendons les capitaux investis à 8%. Ça, c'est notre critère de qualité. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de rentabilité opérationnelle. Avec 8%, c'est quand même pas mal. Une valorisation qui est peu chère en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. La valeur d'entreprise, ça permet de prendre en compte la dette. Valeur d'entreprise, c'est capitalisation boursière plus dette nette. Donc, l'EBITDA, après, c'est le résultat, c'est plutôt l'excédent brut d'exploitation en français. Donc, 6, c'est pas très cher. En termes d'endettement, on prend 3 fois l'EBITDA en dette nette. Attention sur le logiciel qui est utilisé ici, et la dette nette inclut les loyers, qui est donc dans la norme IFRS 16, en fait, on doit inclure les obligations locatives dans l'endettement. Alors, c'est plutôt un critère, c'est plutôt une dépense opérationnelle. Donc, bon, mettons quand même 3 fois l'EBITDA en dette nette. Du coup, c'est un peu plus conservateur parce que c'est pas forcément 3 fois en termes de dette pure, mais peut-être ça peut être 2 fois et des obligations locatives à côté. Donc voilà. Ceci étant dit, on a 11 entreprises dans cette liste. Je vous enlève la colonne de prix. Hop, ça c'est pas intéressant. Alors, les colonnes de ce screener, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, capitalisation boursière en dollars, puisqu'on n'a pas en euros dans cet écran, malheureusement. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pourquoi est-ce qu'on prend du rythme annualisé sur 5 ans? Ça permet de lisser les effets de cycle. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 2020. On a déjà eu 2 cycles, je pense. Donc, ça permet de lisser et d'avoir un peu la tendance structurelle. Les multiples de valorisation par rapport au flux en valeur entreprise sur EBITDA, en ratio coût-bénéfice et en ratio cours free cash flow. On va regarder aussi le ratio cours sur actifs tangibles. Enfin, on va pas le regarder parce qu'il n'y a pas de décode du coup. Rendement des capitaux investis, donc ça c'est la rentabilité plutôt opérationnelle. On va prendre l'endettement levier en termes de dette nette sur EBITDA avec les précautions sur l'endettement qu'il va falloir vérifier séparément. Le rendement du dividende, s'il y en a un, et les free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion du bénéfice net versé en dividende. Mais il faut se rappeler que le dividende est payé effectivement via les free cash flow. Donc, il faut comparer les bénéfices nets au free cash flow pour que le payout ratio soit valide. Première entreprise de la liste, c'est Engie, donc le distributeur de gaz et d'électricité français. Attention, État au capital. Donc ça, c'est dangereux. Moi, je n'investis pas à côté de l'État, surtout quand il est en faillite. On est sur une large cap, vraiment 53 milliards de dollars de market cap, 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est pas de la croissance organique, c'est surtout de la variation de prix. Sinon, il n'y a pas beaucoup de croissance en fait dans le secteur. C'est value en termes de multiples, ça c'est sûr. On est à 6 en VE sur EBITDA, 9 en ratio coût-bénéfice. Toutefois, les free cash flow sont négatifs. Grosse dépense en capital. Bon. Donc ça, c'est pas très grave si c'est ponctuel. Si l'année suivante ou les années après, on a baissé la dépense en capital. Parce que voilà, on peut s'autoriser à investir pour la croissance. Maintenant, si c'est régulier et qu'il n'y a jamais de free cash flow, attention danger. Au niveau du rendement des capitaux investis, en fait, c'est pas mal. C'est à 9% de rendement des capitaux investis. C'est quand même bien. C'est très intensif en capital, la production d'électricité et de gaz. Donc, voilà, on est sur quand même une bonne rentabilité. 2,5 fois les l'EBITDA en dette nette. En réalité, la dette n'est pas très lourde pour une utility, puisqu'elles ont beaucoup de visibilité sur les cash flows futurs. Puisque vous avez un abonnement d'électricité ou de gaz auprès d'Engie, en fait, on peut projeter les cash flows que vous allez payer, et donc on peut projeter les cash flows de l'entreprise. Et donc, les banques, elles ont cette visibilité, et donc elles peuvent prêter moins cher à ces entreprises. On peut aller jusqu'à 5 fois, par exemple, en termes d'endettement. Bon, alors 7,9% de rendement du dividende, c'est sûr que c'est élevé.
mais ça a été payé à crédit, puisque les free cash flow sont négatifs. Donc, Engie, je trouve pas ça très qualitatif, et je trouve ça malsain de verser un dividende alors qu'on a des free cash flow négatifs. Ça fait monter l'endettement, en fait. Donc, attention. Engie, plutôt à l'écart. Et la suivante, c'est Michelin. On est sur, du coup, le numéro 1 français et un des leaders mondiaux des pneumatiques. Hop, je vous mets le nom. Bon, je ne vais pas vous mettre le nom entier, c'est pas grave. Donc, 26 milliards de dollars de market cap. C'est un marché qui est quand même compliqué. La concurrence asiatique détruit les prix sur le bas de gamme. Donc, Michelin, eux, ils doivent innover avec de la R&D, de la montée en gamme, etc. Mais ils arrivent à s'en sortir pour l'instant. Un peu de croissance quand même, 4,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est plutôt bien. 5 en VE sur EBITDA, 14 en PE, 15 en price to free cash flow. Bon, moi j'aurais tendance à dire que ces values, il vaut mieux regarder le multiple de valeur entreprise sur EBITDA, et on est sur des multiples de PE et de price to cash flow qui sont relativement élevés, mais je pense que d'une part, on doit peut-être avoir un bénéfice qui est impacté par les dépréciations de l'exceptionnel qui est non cash, et les free cash flow potentiellement aussi impactés par des dépenses à capital. Donc ça, il faut y regarder. Moi, Michelin, je considère vraiment value comme entreprise parce que le multiple est assez faible. Vraiment une capital investi de 9%, ce qui est très bien pour une société qui est intensive en capital. 0,9 fois l'EBITDA en dette nette, donc on n'est pas trop endetté, c'est bien. 4,4% de rendement du dividende qui est soutenable. On est à 65% par rapport au free cash flow de payout ratio. Voilà, Michelin, c'est pas mal, c'est très cyclique, attention. Donc je pense qu'il vaut mieux pas y aller pour le dividende, bien que le dividende permet de diminuer le risque du dossier. En revanche, si on fait de la value, on peut s'y intéresser, je pense. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. Prochaine entreprise de la liste, c'est Téléperformance. Bon, je pense que j'en parle suffisamment sur la chaîne. C'est pas un dossier qui fonctionne. Pour l'instant, c'est sûr que on est sur une baisse assez violente. Donc, le problème de cette entreprise, c'est maintenant plutôt la communication du management. Il y a un peu de croissance quand même. Alors, c'est de la croissance externe aussi, attention. Ici, cette croissance, la croissance organique, en réalité, elle est entre 2 et 4%. Et après, on fait des acquisitions. Malheureusement, je pense que les acquisitions, le marché n'apprécie pas. Et il aimerait plutôt des rachats d'actions pour annulation, ce qui augmenterait le rendement de l'actionnaire. Donc, bon, Téléperformance, dossier compliqué. On est sur 4,8 milliards de dollars de market cap, donc forte croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Ça inclut l'acquisition de Majorel, qui a été une grosse acquisition, qui a fait beaucoup monter la dette d'ailleurs. On est à 5 en VE sur EBITDA, 9 en PE, 3 en price to free cash flow. Voilà. Donc, le dossier est pas cher du tout. Donc, le marché joue la mort de l'entreprise, toujours. Pour l'instant, le marché a raison, vu que ça baisse. À chaque fois que le management communique, il communique sur l'IA, oui, il communique sur les acquisitions, d'accord. Ils font du dividende, alors que le rachat d'actions, ça serait quand même beaucoup plus relutif pour les actionnaires. Et ils ne veulent pas faire beaucoup plus de rachat d'actions. Donc, pour l'instant, le management, il n'est pas validé par le marché. 8,4% de rendement des capitaux investis, c'est correct, c'est pas exceptionnel. Les centres d'appel, c'est pas une activité qui est très intensive en capital, donc cette rentabilité n'est pas extraordinaire, c'est sûr. Voilà, 2,5 fois les EBITDA en dette nette, ce qui est relativement élevé, mais ça, c'est à chaque fois qu'ils font des acquisitions, ça monte. 6% de rendement du dividende à l'heure actuelle. Il y a des rachats d'actions aussi, mais pas suffisamment, à mon avis. Payout ratio à 51%. Alors, pour les prochaines années, pour 2026, 2027 et 2028, ils entendent générer 1 milliard de free cash flow. Alors, c'est pas que ça va baisser, mais c'est que le calcul de free cash flow sur Coifin n'est pas pareil que ce que donne le management, évidemment, puisque le free cash flow, c'est pas un agrégat qui est normalisé. Donc, le management entend rendre 500 millions d'euros, par an aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachat d'actions, moitié-moitié, alors que je pense qu'ils devraient faire 500 millions de rachats d'actions et puis c'est tout. Bon, donc 6% de rendement du dividende qui est quand même soutenable à ce niveau, ça en fait pas une action qui est intéressante pour un rentier parce que c'est beaucoup trop volatile. Maintenant, d'un point de vue value, pour l'instant, ça marche pas. La thèse d'investissement ne marche pas, donc voilà. Je reste dessus. Moi, j'ai maintenant une demi-position par rapport à la position initiale, mais je reste là-dessus avec une moins-value assez importante, un petit peu moins de 30%, mais c'est quand même important. Je pense qu'il y a du potentiel de rebond, mais il va falloir être très 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 patient. Donc moi, je pense que c'est pas important de rentrer sur du téléperformance, si vous êtes sensible à la volatilité. Ensuite, on est sur Vallourec, le spécialiste français du tube en acier sans soudure. Donc c'est une parapétrolière. Ses clients sont les exploitants d'hydrocarbures. Donc on est sur 4,5 milliards de market cap. Maintenant, c'est une grosse mid cap quand même. Pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, mais sur les dernières années, il y a quand même une accélération. 5 en VE sur EBITDA, 10 en PE, 10 en price to free cash flow. Voilà, si c'est value,
Ça se paye pas très cher. 12,2% de rendement des capitaux investis. Bonne rentabilité pour une société industrielle, intensive en capital. Cash net sur le dossier, quasiment. Enfin, la dette est un peu en train de remonter, mais il n'y a quasiment pas grand-chose. 9% de rendement du dividende. Donc, ça fait un payout ratio de au-delà de 100% en termes de free cash flow. Donc, ça peut faire monter l'endettement, attention, ce payout ratio. Donc, sur ValueRec, plutôt un dossier value. Pour jouer le côté dividende, c'est un peu volatile, hein. C'est-à-dire que les parapétrolières, c'est encore plus volatile que les pétrolières par rapport au prix des hydrocarbures, hein. C'est normal puisque les parapétrolières dépendent de la dépense en capital des pétroliers, et cette dépense en capital des pétroliers dépend du cours du baril. Puisque si le cours est haut, les pétroliers ont du cash flow opérationnel qui vont pouvoir réinvestir en dépense en capital. Si le cours du baril est bas, la dépense en capital va baisser nécessairement parce que les cash flow opérationnels baissent. Donc attention, c'est quand même volatile. Peut-être que c'est pas pour un entier, c'est plutôt un dossier value sur lequel il faut réinvestir ses dividendes. Voilà. Air France KLM. Alors, compagnie aérienne, donc ça fait un truc qui est déjà dangereux, et en plus, état au capital. Encore plus dangereux. Troisième point sur Air France, c'est le positionnement qui reste mauvais, hein. Ils sont encore moyenne gamme. Ils n'arrivent pas clairement sur du très haut de gamme. On n'est pas clairement sur du low cost. Donc, ils sont taillés des croupières par les deux segments de marché, hein. Donc, l'ultra luxe, style Qatar Airways, les compagnies aériennes premium, on va dire. Et ils sont taillés des croupières par du EasyJet et du Ryanair. Donc, ils sont mal positionnés. 4 milliards de dollars de market cap, 9,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Maintenant, je dois concéder que d'un point de vue métrique, c'est value, hein. On est sur 3 en VE sur EBITDA, 4 en PE, 4 en price to cash flow. Donc, et 11% en moins du capital investi, c'est quand même qualitatif. Donc, peut-être que cette fois, c'est la bonne, ça y est, on va redresser l'entreprise. Vu le passif de l'entreprise, je me méfie beaucoup quand même. Hélas, c'est une histoire où tous les 5 ans, on se rapproche de la faillite et à chaque fois, on fait une augmentation de capital. Donc, les actionnaires sont rincés. Donc là, à court terme, en fait, les signaux sont en vert, hein, pour Air France. Multiple bas, croissance qui revient, un endettement qui est maîtrisé, 1,3 fois les EBITDA en net, une rentabilité qui est au rendez-vous. Il n'y a pas de dividende parce qu'ils ont encore un passif de désendettement, etc. Mais maintenant, ils sont sur la bonne trajectoire. Je me méfie d'Air France parce que à chaque fois, on a l'impression que ça va être le retour en grâce de la compagnie aérienne et à chaque fois, c'est la déception. Donc, méfiance. Voilà. Après, d'un point de vue quantitatif, je reconnais que c'est intéressant d'un point de vue value. Alors ensuite, on est sur Alten. Alors, c'est une spécialiste, c'est une ESN, mais aussi, ils font du cabinet de bureau d'études, on va dire, R&D, donc de l'ingénierie externalisée. Donc, on souffre autant que les ESN, enfin, c'est le même cycle, hein, donc bas de cycle complet, hein, pour Alten aussi. 2,8 milliards de dollars de market cap, 9,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est plutôt pas mal. C'est la croissance plutôt externe, hein, sur les ESM et sur les cabinets de conseil, parce que le service, typiquement, on ne fait pas beaucoup de croissance organique. En revanche, on va faire des acquisitions de cabinets à droite à gauche qu'on va venir consolider, donc c'est plutôt pas mal. 6 en VE sur EBITDA, 15 en PE, 7 en price to full cash flow. C'est complètement value et ces multiples n'ont pas été vus depuis. Et en fait, ils n'ont jamais été vus sur Athènes. On est au plus bas absolu, en réalité, sur la valorisation. Donc, ça peut être important d'un point de vue valorisation de faire du Alten. On reste sur une entreprise qui est correctement rentable. C'est pas très intensif en capital, hein, mais bon, on est quasiment à 10 en rendement des capitaux investis, donc c'est plutôt bien. Quasiment pas de dette, 0,2 fois les EBITDA en dette nette, 2,2% en rendement du dividende. C'est assez rare d'avoir du dividende à ce niveau sur Alten. On a un payout ratio à 28%. Donc ce dividende va augmenter sans problème. Le rendement, lui, par contre, est-ce qu'il va augmenter? Ça va dépendre de si les multiples remontent ou pas, hein. Le dividende en lui-même, il va augmenter, mais après, le prix de l'action va peut-être se reprendre une fois que le cycle repartira. Moi, je pense qu'Alten, c'est value complètement, c'est un beau dossier à mettre en watchlist, en tout cas, à creuser si on est intéressé par le secteur. En tout cas, c'est un des meilleurs dossiers pour jouer le secteur des ESN, je pense, au cours actuel. Valeo, on est sur un équipementier auto. Alors, l'automobile, les constructeurs auto, c'est le naufrage, hein, ils sont complètement en difficulté, il n'y a pas de free cash flow. L'avantage qu'ils ont en revanche, c'est qu'ils sont, alors, Stellantis et Cashnet de mémoire, pas Renault, mais bon, les constructeurs auto en Europe, ils sont très très mal positionnés. Il y a la transition forcée vers le moteur électrique. Et en face de vous, vous avez les Chinois qui sont subventionnés, donc qui inondent le marché, qui font du dumping en fait, hein, tout simplement. Donc, c'est un secteur qui est compliqué. Donc, les équipementiers auto, en plus, ils sont défavorisés dans le rapport de force face aux constructeurs auto. Donc, ils subissent la pression, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc,
2,7 milliards de dollars de market cap sur Valeo. On est à 4,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. 3 en VE sur EBITDA, 19 en PE, 2 en price to free cash flow. Ah ça, pour le coup, c'est pas cher. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Donc, multiple attractif. On est à 9, quasiment 9 en rendement des capitaux investis. La rentabilité reste au rendez-vous. Attention qu'il y a un petit peu de dette sur un bas de cycle, ça peut faire mal. On a 2 fois le EBITDA dette net, donc pour l'instant, ça reste maîtrisé. 4,4% de rendement du dividende. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau. Surtout que on a l'impression que le payout ratio est élevé, mais en fait, c'est que les bénéfices nets sont bas et c'est la dépense non cash. Donc en réalité, les free cash flow sont très élevés par rapport aux bénéfices nets, donc ce dividende est soutenable. Valeo, ça peut être value. Attention quand même que le secteur est risqué, donc il faut prendre ça en considération. Il faut bien travailler le dossier si on est intéressé. Hein. Moi, je suis plutôt à l'écart du secteur, mais je reconnais qu'il y a quand même des opportunités d'un point de vue quantitatif. Et ça, le quantitatif, c'est évidemment qu'une partie du travail. Après, il faut aller faire le qualitatif, l'analyse fondamentale, etc. Ensuite, on est sur BIC. Alors, BIC, c'est de la consommation. Moi, je classerais ça entre consommation discrétionnaire et non discrétionnaire. On va dire que ce qui est rasoir, briquet, ça va être de la consommation non discrétionnaire. Ce qui est plutôt... donc, ils sont diversifiés. Ils font des kayaks en plastique, je crois, de mémoire. Ils font aussi de la papeterie. Bon, la papeterie aussi, pareil, c'est non discrétionnaire. Mais après, ce ne sont pas des marchés en croissance, hein, évidemment. C'est plutôt des marchés très matures sur lesquels on gère plutôt en liquidation. Donc, l'objectif pour BIC, c'est de développer des nouvelles activités sur lesquelles ils vont pouvoir faire un peu de croissance. 2,5 milliards de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc, c'est un mix organique très faible et croissance externe. 4%, ça reste honnête, hein, je trouve. 6 en VE sur EBITDA, 12 en PE, 9,5, donc 10, allez, on va dire, un price to free cash flow. C'est value. Hein. Je trouve que c'est value, leak, c'est pas très très cher. On a 10,2% de rendement des capitaux investis. C'est pas ultra intensif en capital, mais quand même, il y a des usines, donc on a une bonne rentabilité. 0 une fois les EBITDA en dette nette, c'est très bien, le bilan est clean. C'est bien pour une entreprise qui est dans un secteur plutôt en déclin. 5,9% de rendement du dividende. Bon, c'est copieux. Et c'est un peu élevé quand même comme payout ratio. En termes de free cash flow, on est sur à peu près 90%. Bon, ce dividende-là, je ne suis pas sûr que ça soit stable à long terme. Hein. Donc attention sur le payout ratio. Là, c'est peut-être élevé. Hein. Donc il faut se méfier sur le dividende. D'un point de vue value, BIC, ça se go. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bonne rentabilité, les multiples sont bas. Il n'y a pas beaucoup de croissance, mais quand on fait de la value, on n'est nécessairement pas sur des actions de croissance. Donc BIC, moi j'aime bien. Après, ça peut être un value trap, hein, mais vous avez quand même un dividende qui vous est reversé. Donc ça diminue le risque du dossier. Donc, voilà, j'aime bien. Hop Mobility, on est encore sur un équipementier auto, donc un peu le même topo que sur Valeo. Je crois qu'elle est un peu plus qualitative d'un point de vue... alors, on a un peu plus de croissance. On a des multiples qui sont plus bas, 4 en VE sur EBITDA, 11 en PE, 4 en price to free cash flow. Vous vous rendez compte quand même qu'on est sur des générations de cash qui sont énormes, hein, mais c'est normal, les équipementiers n'ont pas d'opportunité de croissance pour l'instant. Donc ils n'ont pas de capex à passer puisqu'il n'y a pas de croissance. Donc ils préfèrent générer du free cash flow et le rendre aux actionnaires, ce qui est tout à fait la bonne chose à faire. On est à 8,4 en rendement du capital investi, donc c'est plutôt pas mal. 1,9 fois les bidas en dette nette. Il y a aussi un petit peu de dette, ça c'est un peu dangereux, mais bon. 5,7% de rendement du dividende avec un payout ratio qui est complètement soutenable en fait, puisque les free cash flow sont presque à 2,5 fois le bénéfice net. Donc c'est soutenable. Hop Mobility, pourquoi pas, avec moi je mets quand même les précautions d'usage sur les équipementiers auto, mais d'un point de vue value, d'un point de vue quantitatif, c'est intéressant. Alors Ipsos, on est sur un des leaders français du marketing, des sondages d'opinion, de l'étude de marché, etc. Donc c'est plutôt une activité assez large, plutôt une activité de conseil, hein, c'est plutôt l'humain, du savoir-faire, de l'intelligence. On est à 1,9 milliard de dollars de market cap, 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il n'y a quasiment pas de croissance organique sur Ipsos, c'est de la croissance externe. On va aller racheter des cabinets qui font à peu près la même activité que Ipsos pour les consolider. Donc maintenant, on est plutôt sur la fusion-acquisition. 6 en VE sur EBITDA, 9 en PE, 7 en price to free cash flow. C'est value Ipsos, 11,7% de rendement des capitaux investis. Bonne rentabilité, c'est normal, on n'est pas intensif en capital d'un côté, donc ça aide. Il y a un petit peu de dette, 1,2 fois les EBITDA en dette nette. Ça, c'est à chaque fois qu'ils font des acquisitions. En fait, ça monte un petit peu. C'est normal, mais c'est pas un souci. 4,8% de rendement du dividende, c'est intéressant à ce niveau, avec un payout ratio qui est bas et encore plus bas en termes de free cash flow. Donc c'est très soutenable ce dividende. Ipsos, c'est pareil, c'est un dossier value, moi j'aime bien. Hein. Et d'ailleurs, il est dans le fonds France d'indépendance AM.
tout comme Alten et Vallourec d'ailleurs, et même Téléperformance, hein. Ils sont dans les fonds France, dans le fonds France d'indépendance AM, le fonds de référence value en France et même en Europe, je pense. D'ailleurs, c'est aussi le cas de Groupe Guillain. Groupe Guillain, ce spécialiste de l'emballage alimentaire. Donc, c'est plutôt lié à la consommation non discrétionnaire, ce qui est plutôt bien. C'est défensif comme activité. C'est une société familiale en plus. Donc, ça, c'est un petit plus quand même d'avoir des sociétés familiales. 648 millions de dollars de market cap. Donc, c'est, on va dire, une grosse small cap. 5,8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a un mix de croissance externe et de croissance organique. 5 en VE sur EBITDA, 10 en price earning, 21 en price to cash flow. Donc, ils ont fait passer les dépenses en capital assez importantes. C'est pas régulier, hein. C'est ponctuel, c'est dépenses en capital. Donc là, pour moi, les free cash flow vont remonter tranquillement. Et ça veut aussi dire qu'il y a encore de la croissance organique, hein. Ils continuent à faire grossir leur appareil industriel, ce qui est plutôt bien, c'est-à-dire qu'ils voient de la croissance organique aussi à l'avenir. Complètement value, Guillain, 7,8% de rendement des capitaux investis, donc bonne rentabilité, c'est intensif en capital, donc plutôt bien. 0,1 fois l'EBITDA en dette nette, quasiment pas de dette, 3,3% de rendement du dividende, avec un payout ratio à 34%, alors 70% par rapport au free cash flow, mais les free cash flow vont remonter après, donc je pense que ce dividende est soutenable sur le long terme. Mais là-dedans, il y a quand même pas mal de dossiers intéressants, hein. Donc, allez, Michelin, j'aime bien. Téléperformance, j'en ai. J'aime de moins en moins, mais j'en ai quand même, donc je vais le mettre dans la liste. Vallourec, c'est pas mal. Air France, moi, je peux pas. Il y a l'État au capital et c'est une compagnie aérienne, c'est compliqué, mais c'est intéressant d'un point de vue quantitatif. Alten, ça c'est bien. Valeo et Open Mobility, voilà, équipementier auto, j'aime pas le secteur, mais c'est value d'un point de vue quantitatif. BIC, j'aime bien. Ipsos et Groupe Guillain, j'aime bien. Donc, voilà, vous avez quand même des dossiers qui sont plutôt sympathiques à aller creuser de votre côté. J'espère que cette analyse vous a intéressé. C'est quand même un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.